ça va bien, mais peu importe. In fine, on trouvera un accord, et certainement un accord qui conviendra à tous. Donc plutôt une perspective de soft évidemment que de hard Brexit. Ça n'a aucun intérêt de faire un hard Brexit pour personne. On arrive bien à avoir au sein de l'Union Européenne la Suisse avec qui on a de toute façon des accords particuliers. Je ne vois pas pourquoi avec le Royaume-Uni il en serait autrement. Et quand bien même nous n'aurions pas d'accord, so what? On continuerait comme d'habitude. Et au contraire de ce qu'a dit le président de Jaguar, le lendemain de la date fatidique, effectivement, à moins que ce soit un poisson d'avril, mais son usine tournera. Bref. Donc pas d'inquiétude sur le Brexit, sur le long terme. D'autant plus que, petit aparté, d'autant plus que la fameuse fin annoncée du monde suite au vote du Brexit, il y a 2 ans maintenant, n'a pas eu lieu. Il y a eu effectivement un trou d'air au niveau de la paire sur GBP USD. Alors, on est en mensuel, c'est ici le Brexit, d'accord? Donc vous voyez que ce fameux trou d'air, eh bien, il a été eh bien, largement retrouvé. Et de plus, les chiffres, c'est ça qui est important, les chiffres macroéconomiques au niveau de la Grande-Bretagne sont plutôt bons, voire même très bons, surtout si on les compare par rapport à un pays comparable qui est le nôtre. Voilà. Alors pour la suite, parce qu'on parle de trading, effectivement, après, alors, non, pardon, là c'est les subprimes. Je reviens juste sur une petite erreur. Donc là c'est les subprimes. Le Brexit c'est ici. Vous voyez, donc finalement, la fameuse fin du monde était plutôt au niveau des subprimes qu'au niveau du Brexit. Et on a retrouvé, donc c'est ce que je disais, un niveau d'avant Brexit à un moment donné, récemment, il y a quelques mois. Et puis on a buté sur ces niveaux qui sont autour de 1,45 pour résumer. Et on a de nouveau une sorte de trou d'air qui est mais normal en fait, des mouvements classiques en fait sur cette paire GBP-USD sur le câble. Vous voyez, des mouvements tout à fait classiques qu'à l'époque en mars, moi je qualifiais de tasse éventuellement avec anse, à moins que la anse soit avant, mais peu importe, de tasse. Alors la tasse, elle sera pas très belle parce qu'on a eu un fameux trou ici. Donc c'est plus vraiment une tasse, mais l'idée reste là puisque à l'époque on parlait de zone support vers 1,30, 1,28, une zone support derrière laquelle, donc bien largement sous 1,28, cachait ses stops. Donc on est passé quand même sous les 1,28 certes, donc certains auraient pu être stoppés si le stop était d'aventure trop près, mais vous voyez bien que la fameuse zone des 1,28, 1,27 quelque chose, a été le point bas, et désormais on rebondit dessus pour retrouver des niveaux peu à peu beaucoup plus intéressants. Et donc, à l'instar de la paire euro-dollar dont on a parlé précédemment, je suis également long sur cette paire, surtout que le support désormais a joué et confirmé, pour retrouver un niveau, alors idéalement d'avant-Brexit, enfin au niveau d'avant-Brexit ça veut dire 1,45, le fameux 1,45, voire des 1,48, pourquoi pas. On ne va pas y aller évidemment dans les 2 mois à venir, on va y aller tranquillement. Et ça nous amène tranquillement justement à mars prochain, c'est-à-dire cette fameuse date fatidique. Voilà. Alors il faudra casser cette oblique également, donc nous verrons ce que ça donne. Le GBP pourrait très bien aller plus loin que l'euro, parce que l'euro dans cette hausse anticipée va très certainement rencontrer ensuite quelques soucis, parce qu'au niveau de la zone euro, on a un pays qui pose un gros problème, qui est la France. Mais je n'ai pas le temps de détailler. Donc, et puis tous les médias en parleront le jour où ça viendra. Donc nous avons GBP qui va très certainement aller plus loin que l'euro. Et donc dans un premier temps, viser un retour, alors bien au-delà des 1,30 évidemment, pourquoi pas un 1,33, 1,35 dans un premier objectif, somme toute assez classique. Et puis après une cassure de cette oblique, un retour vers la zone, évidemment ronde, des chiffres ronds de 1,40, et puis garder, comme d'habitude en queue de comète, un 3e paquet de lot pour viser le niveau d'avant Brexit, c'est-à-dire 1,45, voire au-delà. Voilà, j'espère avoir été assez clair. Merci Benoît, donc un point de vue haussier sur GBP-USD. Un mot
avant de donner la parole à Philippe, qui confirme un peu ce que tu disais tout à l'heure, et qui illustre plutôt le fait que le dollar soit une valeur refuge, au moment de la crise des subprimes, qui pourtant concerne directement l'économie américaine, les craintes sont de base sur l'économie américaine et on voit un fort renforcement du dollar. Donc dollar, valeur refuge, c'est certain. Philippe, sur la libre sterling face au dollar, quel est ton point de vue et ton interprétation, notamment par rapport au Brexit? Oui, je vais les afficher. Déjà, je voudrais dire qu'est-ce que ça veut dire hard Brexit, parce que les gens disent hard Brexit, etc. Hard Brexit, enfin no deal, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand l'Angleterre faisait partie, la 11 s'il te plaît, la 11. Elle fait toujours partie, l'Angleterre fait partie de l'Union Européenne, ça veut dire libre circulation des personnes et des capitaux, ça veut dire pas de droits de douane, ça veut dire entre l'Angleterre et les pays de l'Union Européenne, ça veut aussi dire pas de barrières tarifaires. C'est quoi des barrières tarifaires? C'est, je dirais, le pendant des droits de douane. Les droits de douane, on comprend tout ce que c'est taxes à l'importation. Les barrières tarifaires, c'est quoi? C'est un moyen qu'ont utilisé beaucoup les sociétés américaines pour contrer Airbus, etc. Le Concorde, par exemple. C'est quoi? On vous dit, moi je veux une exigence de standards de qualité, de normes. Donc du coup, le fabricant, il se retrouve à dépenser de l'argent pour que le fabricant étranger, pour que le produit soit meilleur. Ça peut être des quotas d'importation. C'est ce qui s'est passé entre les États-Unis et le Japon pour les voitures. Ça peut être ça. Donc ça veut dire quoi le hard Brexit, le no deal? Ça veut dire que d'un seul coup, l'Angleterre va se retrouver, comme tous les pays qui sont hors Union Européenne, qui commercent avec l'Union Européenne, c'est-à-dire droits de douane, quotas d'importation, enfin barrières tarifaires. Ça veut dire que tous les Anglais qui vont en Europe, visa, contrôle, etc. Les capitaux, c'est pareil. Anglais qui vont en Europe et Européens qui vont en Angleterre. Alors qu'est-ce qui se passe quand on réfléchit? Donc comme disait tout à l'heure Alain, en réalité on voit que déjà Merkel, elle a déjà fait plusieurs signaux comme quoi ils se sont rendus compte, les Européens, que ça serait un désavantage aussi bien pour l'Europe que pour l'Angleterre. On le voit au début, il y avait Barnier, le commissaire européen en charge du Brexit, qui n'arrêtait pas de dire qui avait une politique dure vis-à-vis de l'Angleterre. On voit qu'il lâche. Donald Tusk lâche, ils sont tous en train de lâcher parce qu'ils s'aperçoivent que c'est mauvais. Les Anglais aussi, ils lâchent. Pourquoi, quelque part? Il y a 3,8 millions d'Européens qui bossent à Londres. La City, c'est 20% aussi du PIB de l'Angleterre. Et il y a énormément de deals qui sont faits grâce au passeport européen. Là, il y a des courtiers, certains ici, qui sont à Londres, ils vont avoir des gros problèmes s'ils perdent le passeport européen, parce que hard Brexit, ça veut dire perdre du passeport européen. Donc ça veut dire qu'ils vont être obligés de délocaliser, faire une filiale en France, ça va leur coûter cher, quoi, des locaux, sièges sociaux, les agréments, etc. Donc ce que je voulais dire, l'Angleterre aussi, elle a pas intérêt quelque part à avoir un hard Brexit, parce qu'il y a 3,8 millions d'euros d'Européens qui travaillent principalement à Londres. Donc comme disait Benoît, qu'est-ce qui va se passer? Il disait bien que l'économie marche très bien. Ils sont à un taux de chômage très bas. Donc le problème qu'ils vont avoir, c'est qu'ils vont avoir des shortages, des manques de main-d'œuvre. Donc c'est un gros problème pour eux, ça aussi, indirectement. Donc là, on entend parler du plan Chequers. Le plan Chequers, c'est actuellement les négociations, c'est quoi? C'est le Premier ministre qui réunit son cabinet, c'est-à-dire le cabinet des ministres, tous ces ministres, à Chequers, c'est la résidence du Premier ministre. Donc on voit, alors qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'ils essayent de faire? Ils essayent de faire la mise en place, notamment de droits de douane, etc., mais de façon transparente. C'est-à-dire qu'ils inventent des systèmes électroniques qui font que, par exemple, les bateaux, ils vont arriver sur les ports anglais, et puis les droits de douane seront collectés pour l'Union européenne, et puis ça sera transparent, ça se verra pas. C'est-à-dire que vous passerez la frontière, il n'y aura aucun problème, mais en fait, il y aura eu des contrôles. Je veux dire. Donc ils essayent de faire toute une machinerie par l'informatisation de l'électronique, etc. Sauf que c'est une usine à gaz, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et c'est le problème qu'ils ont. Et alors ce problème, il est encore plus aigu entre la République d'Irlande et l'Irlande du Nord. Eux, ils ne veulent surtout pas à nouveau de frontières, parce que ça va leur rappeler ce qui s'est passé il
il y a une bonne dizaine d'années. Hein. Donc c'est vraiment un gros problème pour l'Irlande. Donc c'est ça le hard Brexit. Alors moi ce que je pense, comme disait Benoît, c'est que finalement ils vont essayer de s'arranger. Alors la date limite du 29 mars, l'article 50 du traité de Maastricht, puisque c'est lui qui définit ça, il dit bien que si jamais il y a une réunion des 27 États du pays de l'Union européenne, cette date pourra être décalée. Ça veut dire les 27 parlements qui vont, c'est quand même une usine à gaz aussi, qui vont devoir voter. Donc elle peut être décalée. Donc je pense qu'il y aura une amélioration. Ce que je voulais dire, à chaque fois qu'on entend une bonne nouvelle sur possibilité d'accord, ben, il y a le câble qui monte. Il y a aussi l'eurodoll qui monte. Mais là, on l'a vu ces jours-ci, si vous faites du trading intraday d'eurodoll, il faut quand même comprendre ce qui se passe sur le Brexit, parce que des fois ça monte, des fois ça baisse, c'est le câble. Là, je veux dire, les traders eurodoll, ils surveillent le câble. Les deux paires, des fois, il y en a une qui entraîne l'autre, ou l'autre entraîne l'une. Donc là, c'est le graphe aussi de la SocGen. Donc, je dirais, moi, c'est pas improbable que ça monte vers 1,36 le câble si on aperçoit des accords. Là, je vous ai mis juste avant, tu l'as passé, mais j'ai mis, c'est toutes les dates importantes. Là, on voit que déjà, l'Union européenne est en train de lâcher. Il y avait un sommet qui était prévu fin septembre, qui est décalé à mi-novembre pour qu'il puisse aboutir à quelque chose. Donc, on voit que ça lâche des deux côtés. Donc, je pense qu'il va y avoir un truc. Hein, je pense que ça finir par se résoudre. Donc, je suis plutôt aussi câble. Ok. On a donc terminé pour GBP-USD. Bilan, deux analystes sont neutres et deux analystes sont haussiers. On va passer à la troisième paire de devises. Je vais donner la parole à Benoît pour le dollar face au yen. Dollar-yen, la paire japonaise que je regarde assez peu à titre personnel, qui a un rôle de valeur refuge elle aussi. Du coup, on doit avoir un comportement bien spécifique par rapport aux deux paires qu'on vient d'étudier, où là on a vraiment le dollar qui fait office de valeur refuge. Qu'en est-il sur le dollar-yen? Comment on se comporte sur les derniers mois et quelles sont tes perspectives, Benoît, pour les semaines et mois à venir? Alors, sur la paire donc USD-JPY, on a il faut bien noter ça, à l'inverse en fait des paires que l'on a vues jusqu'à maintenant, c'est USD qui est en devise de base, et c'est important puisque du coup, si on se cale par rapport au dollar, c'est des mouvements inverses, d'accord? Sur USD-JPY, donc on parlait d'un renforcement un petit peu de l'euro-dollar à venir, d'un renforcement du câble à venir, avec un USD en devise donc de contrepartie, et ici on a un USD en devise de base. Vous voyez que l'USD, eh bien, logiquement, on devrait plutôt avoir, si on se cale sur la corrélation précédente, un USD/JPY qui aurait tendance à baisser. D'accord ? Bon. Et pourtant, c'est pas le cas et c'est pas ce qui saute aux yeux. On voit bien que l'oblique de fond en mensuel a été cassé, on le revoit ici en weekly, en hebdo, pardon, et vous voyez bien que désormais on a une impulsion haussière derrière cette cassure qui nous emmène à un USD/JPY à des plus hauts par rapport à un certain temps, quand même. Donc, et ce canal continue en hebdo, d'accord? Pourquoi? Parce qu'en fait, derrière, la guerre commerciale qui a pris le devant de la scène reste toujours, quand même, par effet de bord, cette guerre des devises qui était sur le devant de la scène il y a encore 5 ans, souvenez-vous, et aujourd'hui, les Japonais n'ont pas lâché cette guerre des devises, c'est-à-dire que Kuroda, le patron de la banque centrale japonaise, est toujours calé sur le fait qu'il souhaite, et d'ailleurs le Shinzo Abe, le Premier ministre, a cette politique monétaire. Il avait lancé des flèches à l'époque en ce sens. Tout ça a été lancé à partir d'ici, hein, donc vous voyez, ça fait quelques années quand même, pour avoir un yen qui se déprécie. Donc c'est une sorte de dévaluation compétitive qui ne dit pas son nom, donc c'est une dépréciation lente, en tout cas lente parce qu'elle prend des mois et des mois, sur plusieurs années, pour avoir une nouvelle compétitivité sur le Japon. Et le Japon, vous voyez, aujourd'hui, on ne peut pas dévaluer à l'infini, hein.
peut poser d'autres soucis. Mais vous voyez qu'on est désormais sur un yen qui est faible et qui aura tendance à vouloir être toujours faible. Et la Banque centrale japonaise y travaille, sans forcément aller sur des nouveaux records, mais en tout cas essayer de maintenir cette faiblesse du yen. Donc vis-à-vis d'un dollar qui a été fort récemment et qui peut s'affaiblir de manière conjoncturelle, vous avez un yen qui, lui, s'affaiblit, j'ai envie de dire encore plus. Donc relativement faible versus encore plus faible, on a bien un USD JPY qui monte. Et donc je suis également haussier sur cette paire, bien que cela soit contre-intuitif par rapport à ce que l'on a dit précédemment. D'accord? C'est-à-dire que les corrélations sur les devises ne sont pas stricto sensus totalement à 100%, évidemment. D'ailleurs sur rien du tout, c'est comme dans un secteur automobile, vous avez Peugeot, Renault qui vivent leur vie différemment. Parfois, et ben c'est pareil sur les paires de devises. Donc là, cette décorrélation temporaire, et je vais m'arrêter là, m'amène à rester long donc, sur cette paire pour aller au moins sur un retour vers, alors vous voyez, on parle de 115 parce que c'est la zone chiffre rond à viser dans un premier temps, et puis continuer à travailler ce canal en weekly, peu à peu sur un swing qui dure. Voilà, et j'en dirai pas plus, mais c'est l'idée. Merci Benoît. Jérôme, sur le dollar yen, quel est ton point de vue? Alors dollar yen, effectivement pas évident à travailler cette paire de devises, parce que là aussi il y a beaucoup de jeux politiques monétaires avec un gouvernement japonais qui n'a pas l'intérêt à voir sa devise s'apprécier fortement, qui lutte toujours pour l'inflation en l'occurrence. Alors ici on va se mettre en weekly. Voilà, si on doit faire un peu de configuration technique, voilà le graphique weekly. On a une configuration triangulaire qui est un signe de consolidation, en fait, de contraction. Et ensuite, vous voyez deux flèches ici, c'est ce que j'appelle les overlaps, c'est-à-dire ce sont des zones de résistance qui deviennent support et inversement. Alors pour ceux que ça intéresse, ces éléments techniques, parce qu'on n'a pas trop le temps d'en parler ici, je ferai une petite présentation juste après sur le stand d'Active 13, des overlaps et du price action. Ici on a un overlap donc aux alentours des 106, on a en haut une résistance et on tape dessus qui coïncide avec l'oblique. Bon moi je ne travaille pas forcément beaucoup avec les obliques, je préfère les lignes horizontales, elles me semblent plus solides. Et donc on a une zone, on va passer en rythme quotidien, ici vers les 111,15. Et on voit pas mal de résistances qui s'affichent, on a pas mal de price action justement avec des mèches qui sont laissées sur cette zone de résistance. Alors, j'ai pas énormément de conviction, pourquoi? Parce qu'on a un ADXR qui est en train de chuter ici, vous le voyez au milieu. Donc ça veut dire que la force des mouvements s'affaiblit, d'accord? Donc on n'a pas non plus une très très forte conviction en rythme quotidien. Donc pour l'instant, je vais surveiller cette rupture éventuelle. Alors j'aurai une stratégie plutôt de breakout sur une rupture des 111,50. Si on devait casser cette zone en daily, on pourrait passer à l'achat et viser un peu plus haut, un retour sur 113 ou 114. Toutefois, tant que l'ADX comme ça s'affaiblit et qu'on hésite sur cette résistance, j'aurais plutôt tendance à jouer le maintien du range et des ventes pour retourner sur les 110, voire les 106,77 qui seront une zone de support, et en cas de cassure sur une zone de validation d'une tendance baissière plus forte. Là on est plutôt dans une phase de consolidation, donc plutôt essayer de vendre cette résistance du moment qu'on a des price actions et n'acheter qu'en cas de cassure des 150. Voilà techniquement comment je me positionnerai. Très bien. Si j'essaie de résumer ton point de vue, comme j'ai fait pour les autres, là j'ai un peu plus de mal, c'est neutre, plutôt haussier. Neutre haussier. On va surtout attendre un signal technique en fait pour prendre position. On est plutôt dans une attente là de décision sur les 111,50, et tant qu'on ne dépasse pas les 111,50, en cas de nouvel échec, on vendra pour le repli. Très bien. Alain. Alors là, comme toujours, je me remets dans la situation où on était en mars. On était en mars précisément dans cette zone-là. Donc on avait pu identifier un range entre 108 et 114. Donc c'est ce range qui a été réintégré. Le fait que non seulement le report de range à la baisse ne s'est pas fait, on s'est arrêté sur cette zone support. Il y a eu quand même un rebond assez rapide ici et une réintégration du range. Donc je rejoins un petit peu l'idée de Jérôme, c'est-à-dire un retour sur la borne haute du range sur les 114. Donc c'est un peu l'idée et probablement
deux bornes, donc 108 et 114, à surveiller pour les prochaines semaines, les prochains mois. Donc voilà, donc c'est pas effectivement, il y a moins de volatilité, on pourrait dire, sur cette paire. Il y a beaucoup moins de volatilité due aux raisons géopolitiques qui ont été déjà exprimées par Jérôme et Benoît. Donc pour nous permettre quand même d'aller jusqu'à la livre turque peut-être, je redonne la parole à Philippe. Donc neutre. Merci Philippe. C'est que Trump, il a commencé à dire la semaine dernière que maintenant il allait s'attaquer au Japon. Il est en train de s'attaquer à l'OPEC aussi, enfin il s'attaque à tout le monde. Bon, les guerres commerciales, c'est pas... Les guerres commerciales, c'est pas nouveau. Je veux dire, les Américains, sur leur apparente côté libéral, ils sont très protectionnistes. Donc, ouais, ça peut être bon. Ce que je voulais dire... Dans les histoires de risk-off, c'est-à-dire tout le monde a peur, tout le monde quitte les émergents, tout le monde achète du dollar parce que c'est la première économie au monde, et pas que cette raison, c'est parce que tout le monde achète des treasuries, parce que quand vous avez de l'argent dans votre compte, si la banque fait faillite, donc c'est le FDIC aux États-Unis, c'est le Fonds de garantie de dépôt et résolution en Europe, si vous avez 1 million, en Europe, c'est 100 000 euros qu'on vous laisse dans votre compte. Si aux États-Unis, c'est 70 000 $. Quand vous êtes un millionnaire, vous avez un problème. Donc, qu'est-ce que vous faites? Au lieu de laisser l'argent dans votre compte, ben, vous achetez une obligation du Trésor américain. Parce qu'il y a une grosse différence entre avoir de l'argent dans un compte et acheter un titre. Le titre, vous êtes toujours propriétaire, même si la banque fait faillite. C'est ça la différence. Donc, c'est pour ça qu'entre autres, on achète du dollar. Il y a plein d'autres raisons. Le yen, pourquoi c'est une valeur refuge? Parce que il y a la dette, elle est à 227% du PIB, c'est énorme. L'Italie, c'est à 130 et quelques. Mais le Japon, il y a une grosse différence, c'est qu'il y a seulement 10,9% de la dette japonaise qui est détenue par des étrangers. Donc ça veut dire quoi? Regardez, vous, quand vous avez peur dans le monde entier, vous rapatriez vos capitaux dans votre monnaie. Donc le yen, c'est ça. C'est-à-dire que comme la dette, elle a beau être énorme, comme elle est détenue par les ménages, par les assurances vie, par les banques japonaises, etc., il n'y a pas de fuite de capitaux. Donc le yen, il monte. Quand il va y avoir un problème risk-off, si la guerre commerciale aux États-Unis augmente énorme, donc je vous ai dit, ça serait des achats de dollars, mais ça serait encore plus des achats de yens. Vous pouvez avoir le dollar qui monte, donc le GBP USD qui baisse, l'eurodoll qui baisse, les émergents qui se cassent la figure, mais vous allez aussi avoir peut-être le dollar yen qui, lui, va baisser, alors que le dollar monte. Mais comme le yen monte beaucoup plus que le dollar yen il baisse. Donc ça c'est un truc qui peut arriver. La guerre commerciale entre le Japon et les États-Unis, c'est pas nouveau, ça date de la Seconde Guerre mondiale, c'est régulier. Ils se sont fait attaquer, puisque le Japon c'est quand même un pays exportateur. Donc l'électronique, ils se sont fait attaquer sur les TV couleurs, ils se sont fait attaquer sur les voitures. Donc comme je vous disais tout à l'heure, il y a eu des quotas d'importation pour les voitures japonaises vers les États-Unis. Il y a eu des négociations à chaque fois, c'est les gros lobbies américains qui arrivent à faire pression sur le Congrès américain et pression sur les Japonais. Il y a eu sur les supercomputers, donc c'est-à-dire les ordinateurs pour, par exemple, les centres de recherche météo américains, enfin il y en a eu d'autres, je ne sais plus. À chaque fois, par exemple, il y a eu NEC qui avait une offre qui avait été acceptée, puis ils ont plié face au Congrès US, et puis le Japonais a dû abandonner. Donc, ce qu'on voit, c'est que les Japonais finissent toujours par perdre. Donc, on pourrait supposer que c'est la même chose. Les Japonais, c'est un peu comme les Chinois, il ne faut pas oublier, c'est pas des Suisses. Alors, pourquoi je dis ça? On n'est pas dans les mondes. La culture, ça existe. Les chocs culturels, ça existe. Là, ce qui fait Trump, par exemple, vis-à-vis des Chinois, c'est un choc culturel énorme. Un Chinois, il ne faut pas lui faire perdre la face. Et qu'est-ce qu'il fait, Trump? En les forçant, puisqu'il les force, il dit « je négocie », mais il leur met le pistolet sur la trempe. C'est un truc, mais c'est inimaginable pour un Chinois. Un Chinois, il fait comme ça, il dit toujours oui, même si c'est non. Donc en fait, ce qui se passe, là, il est en train de faire quelque chose qui ne plaît pas du tout aux Chinois. Les Japonais, c'est pareil.
les Japonais, ils vont pas vous faire comme la Banque nationale suisse. La Banque nationale suisse, elle n'hésite pas à mettre un floor, elle brutalise le marché. Le Japon, ils ont fait plein d'interventions dans les années 2003-2004, mais elles sont... Enfin, le montant est énorme, mais plus en douceur. Ils vont pas vous mettre un floor. Donc déjà, il y a ça. Culturellement, les Japonais, ils feront pas ça. Ils ont besoin des Américains, donc c'est Trump qui risque de gagner. Donc si Trump risque de gagner, moi je verrais plutôt le dollar yen baisser. Il y a d'autres trucs. La BOJ, après je termine. La BOJ, qu'est-ce qui se passe? Elle essaye de... Donc l'inflation est à 1%, enfin 0,9. Bon, c'est pas le mandat c'est 2%. Elle essaye petit à petit de retirer son stimulus, elle fait un QQE, qualitative, un quantitative, un QE, quoi, un QQE, je ne sais plus comment on dit en français, bref, politique accommodante, mais aussi qualitative, puisqu'elle contrôle les taux des obligations japonaises. Le problème, c'est que les obligations du gouvernement japonais, elle en détient déjà 42%. Quand vous faites du Nikkei, c'est pareil, je me rappelle plus, via les ETF, elle détient, mais il y a des sociétés japonaises, elle est majoritaire. Donc le Nikkei, il est complètement faussé par la BOJ. Bon, elle, si jamais donc elle sort plus ou moins, il y a quand même des chiffres positifs. Hein, le PIB japonais est à 3%. Le taux d'emploi est de plus en plus fort. Je veux dire, l'économie se porte pas mal quand même au Japon. Donc ce qui se passe, c'est que si elle sort de son QE petit à petit, ça va être aussi des achats de yens. Donc moi, je vois plutôt le dollar yen baisser. Je change de graphe. Comment ça, c'est le graphe de la SocGen. Hein. Donc moi je suis assez d'accord avec lui, c'est-à-dire que si vous avez la continuation de la guerre commerciale américaine et l'amélioration de l'économie japonaise, on pourrait voir le dollar yen, bon il y a un support à 110,35, on pourrait le voir aller sur 108,20 et 105,30. Hein. Si on allait sur le haut à l'inverse, ça serait plutôt 113,20. Alors, petit détail, je rappelle un truc sur l'analyse technique. Si vous faites que l'analyse technique, c'est bien, parce que ça vous donne des supports, des résistances, mais ça ne vous donne pas forcément le sens. Ça va vous donner des accélérations, des points d'arrêt, des points d'accélération. Pour connaître le sens, bah, il faut se taper tout ça. Moi, je ne fais pas ça pour rigoler. Hein. Si j'avais pas besoin de le faire, je ne le ferais pas. Je veux dire, même... Et oui, si vous voulez, c'est bien beau de faire des lignes, c'est facile à faire. Moi, ça m'avait choqué. Hein, quand j'étais à la salle des marchés d'EDF, je gérais quand même 10 milliards. J'avais 40 banques avec moi, de toute la planète, on n'était pas en train de me parler d'analyse technique toute la journée. Je veux dire, on m'en parle à hauteur de 10%. L'analyse technique, il faut la faire, mais ça ne suffit pas. Hein, parce que c'est bien beau de trouver un support, mais s'il est franchi, bah, vous avez acheté au support, votre stop loss, il est fait. Hein, le support, je veux dire, les gens, c'est les gros qui font le truc. Quand vous avez un Trump qui fait une réduction d'impôt sur les sociétés, qui dit, pendant un certain temps, tous vos revenus de vos filiales étrangères, vous allez pouvoir rapatrier vos dollars, vous avez 400 milliards de dollars qui arrivent. Donc à des moments, dans la baisse de l'eurodoll, il y a eu ça. Dans la hausse des actions, c'est quoi? Les gars se sont dit, moi, tous mes dollars, toutes les actions, les patrons, ils se sont dit, bah, moi, je vais racheter mes actions. Donc le S&P, etc., pourquoi il se fait des records? À cause de ça. Cette mesure, elle est terminée. Donc le S&P, etc., il n'aura plus ce phénomène qui va le permettre de monter. Il ne faut pas oublier que 400 milliards, c'est énorme. Ça va me faire bouger les trucs. Donc il faut s'y intéresser, il faut savoir la date, etc. Et il n'y a pas d'argent, c'est no free lunch, il faut bosser. Merci Philippe. Du coup, on va passer la paire AUD-USD parce qu'il est déjà 11h06 et on est censé avoir terminé. Et il y a un sujet d'actualité sur le Forex qui est la livre turque dont vous avez dû entendre parler. La plupart, on n'est pas habitué à trader la livre turque, c'est une devise exotique. C'est donc une devise où le spread est beaucoup plus gros que sur les paires principales. On ne peut pas monter, par exemple, des stratégies intraday ou... Enfin, là, en ce moment, c'est possible de faire des choses assez rapidement, vu la volatilité qu'il y a. Ce qui s'est passé est très spécifique, c'est des tensions politiques. Je pense que Benoît a des choses à nous dire sur la livre turque. Oui, alors je vais pas rentrer dans les détails parce que vous avez peut-être certainement suivi ce qui s'est passé donc, au mois d'août. Ça a commencé fin juillet, mais c'est véritablement au mois d'août que la livre turque a été sur le devant de la scène, passant en gros de, j'arrondis, 3,5 à, donc c'est USD/TRI, ça va venir, 3,5 vers du 7
d'accord? Donc c'est-à-dire une sorte d'évaluation par deux, quasi instantanée, puisque ça s'est fait sur quelques séances, très rapidement, du pouvoir d'achat donc, en Turquie, comme si les prix étaient doublés d'un seul coup. Alors tous les prix ne doublent pas du jour au lendemain, mais c'est vrai qu'il y a une forte du coup, inflation. Alors, ce qui se passe désormais, c'est que nous sommes vers les 7, et graphiquement, alors là, contrairement aux autres graphiques, on n'est pas en mensuel hebdo, on est en hebdo / ici, journalier. Donc c'est beaucoup plus rapide parce que sinon on ne verrait pas grand chose. Donc vous voyez, autour de 3,5, on est monté à 7, et désormais, ça se calme, ça se tasse, on est dans un effet de consolidation, techniquement, donc dans un triangle, et qui dit triangle, avec une belle jambe de rentrée dans le triangle, dit probabilité pour une sortie vers la continuation. C'est une figure de continuation, ça ne veut pas dire que c'est du 100%, hein. Donc ça veut dire que c'est un pari, si vous prenez ce pari, évidemment, donc ça sera prendre une position longue pour anticiper une sortie donc vers le haut, les probabilités à peu près aux 2/3, 3/4, d'une sortie donc en continuation de la jambe, et pour un retour vers au moins des plus hauts qui étaient donc du 7,2, voire, si on reporte la jambe, 7,5 à 8 en fonction du niveau où vous prenez le début du mouvement, d'accord? Le début du triangle, le début du drapeau en fait. Alors 8 c'est aussi un des objectifs, par exemple, dont tu parlais de la SocGen, c'est leur objectif à terme, dans les prochaines semaines, prochains mois. Donc autant suivre le mouvement. Si vous prenez cette position, mettez bien un stop sous, alors le plus bas récent est du 6,2 à peu près. Bon, mais il vaut mieux être sous les 6 parce que c'est un chiffre rond. Donc bien sous 6, visez en gros 7,5, voire 8, d'accord? Mais prenez vos bénéfices avant si ça sature, avec une prise de position autour des 6,2, 6,3 actuellement. On est sur le bas du triangle, donc on est sur un ratio gain sur risque qui est excellent. Voilà. Donc ça c'est une conviction, c'est mon opinion. C'est un pari, on peut se faire déchirer sur cette paire parce que le spread est grand, la volatilité peut éclater. Donc si vous perdez, pas de regret. Donc maîtrisez bien ce risque. Par contre, si vous gagnez, le ratio, c'est du au moins 5 contre 1. Donc vous gagnez 5 fois la perte potentielle. Une dernière chose qui ne va pas dans ce sens, donc il faut faire attention sur les fondamentaux. Récemment, c'est-à-dire il y a 10 jours à peu près, la Banque centrale, donc la semaine dernière en fait, la Banque centrale turque a calmé le jeu en rehaussant plus que prévu, plus que le consensus. Elle a remonté de 625 points de base les taux directeurs, alors que le consensus s'attendait à du 400. Donc ça calme le jeu, c'est aussi l'effet triangle, donc c'est pricé. Voilà. Merci Benoît. Jérôme, est-ce que tu as un mot sur la livre turque? Alors je vais faire plaisir à Philippe, je ne vais pas vous montrer le graphique. Parce que je pense qu'effectivement, sur ce genre de paire, moi je ne la touche pas. Typiquement, en raison des fondamentaux, c'est vraiment... voilà, tu assumes totalement ce pari et cette conviction, il l'a précisé, c'est important. Là, c'est vraiment... c'est vraiment risqué, ce sont vraiment effectivement des ratios qui peuvent être surdéveloppés. En l'occurrence, moi, c'est pas le genre de choses que je vais aller travailler, parce que techniquement, justement, les repères sont pas hyper fiables. Juste peut-être la parenthèse sur la géopolitique et le rôle de la Turquie dans un échiquier qui devient de plus en plus compliqué et qui prend un rôle tout à fait à part, parce que la Turquie, c'est l'interlocuteur des Européens et notamment des Allemands par rapport au territoire de conflit en fait au Moyen-Orient. On a aussi un rapprochement de l'Iran et de la Russie qui se joue et l'agressivité de Trump pourrait se retourner contre lui sur ces zones-là parce que pourrait obliger certains acteurs comme la Turquie, comme l'Iran, comme la Russie à amplifier leurs relations. La Turquie a un rôle important de filtre pour les effets migratoires avec l'Europe. Bref, ça devient quand même assez tendu d'un point de vue géopolitique, ce qui aussi justifie que je reste à l'écart de ce genre de paire. Voilà, donc pas plus à dire sur cette devise. Ok, Alain, est-ce que tu as un mot sur cette thème d'actualité? Oui, alors un mot très rapide aussi, c'est pas une devise sur laquelle je conseillerais forcément d'aller travailler.
surtout que là, effectivement, on est peut-être, comme l'a dit Benoît, dans un système où on a calmé le jeu, puisque le 13 septembre, ils ont monté les taux à 24%. Il y a une inflation qui tourne très très fort également, entre 15 et 20%. Donc c'est quand même, c'est un peu cet écart entre l'inflation et les taux qui faisaient qu'il y avait cette tension. Là, j'ai juste proposé un graphique en échelle semi-logarithmique, hein, c'est très important, donc l'échelle de droite, l'échelle des prix est en semi-logarithmique, donc ce qui veut dire que l'évolution entre 1,75 ici et 3,50 est la même qu'entre 3,50 et 7. Hein. Donc ce qu'on peut effectivement reconnaître, c'est que l'évolution haussière de cette parité était déjà bien avérée avant les problèmes de cet été, enfin avant l'accélération, on va dire, de cet été. Et cette accélération, effectivement, quand on fait de l'analyse technique, on peut toujours dire que sortir brutalement à la hausse d'un canal haussier, ou l'inverse, sortir brutalement à la baisse d'un canal baissier, c'est souvent la fin du mouvement. C'est souvent le moment, c'est en tout cas pas le moment où il faut acheter. Alors je parle là sur Benoît, là il donnait un trade spéculatif, probablement court terme. Voilà, ici bien sûr on remonte à 2004 pour voir ce graphique. Donc je veux dire, au vu de cela et au vu de l'accélération qu'il y a eu, effectivement les choses pourraient peut-être se calmer, mais là encore il y a beaucoup de paramètres à appréhender, dont les paramètres que Jérôme évoque. Voilà, donc c'est pas, il faut dire un petit mot parce que c'est l'actualité, mais il ne faut pas non plus tomber dans le panneau parce qu'il y a de l'actualité, parce que voilà, tous les jours, BFM Business vous parle de ça, il ne faut pas non plus dire tiens je vais aller trader ça parce que c'est à la mode. Très bien. Pour conclure, Philippe, bien sûr, ouais. Oui. On doit libérer la salle et on conclut le tour de table. Philippe. Bon, je vais être bref parce que j'ai pas de graphe et puis on m'avait pas prévenu, mais c'est pas grave. La Turquie, c'est l'opposé du Japon. Le Japon, je vous ai dit, 225% du PIB, 227 détenus par les Japonais. Il n'y a que 10,9% d'étrangers qui détiennent les fonds japonais. La Turquie, c'est l'opposé. Je crois que c'est 70% des obligations qui sont détenues par les étrangers. Donc, je vous ai dit, dès qu'il y a un problème, c'est sauf qui veut. Les problèmes qu'il y a, c'est que Erdogan, il a été élu. On s'aperçoit qu'il est de moins en moins, je dirais, démocrate, enfin de plus en plus dictateur. Hein, puisque, bon, qu'est-ce qui s'est passé? Il a viré plus de 10 000 personnes. Il y a eu un putsch, hein, je vous rappelle, il y a un certain moment. Le putsch est raté. Il y a 10 000 militaires, je crois, qui se sont faits prisonniers politiques. Il y a Abdullah Gül, donc, qui est son adversaire principal, qui est extradé aux États-Unis. Qu'est-ce qui s'est passé entre Trump et la Turquie? C'est que il y a un pasteur américain, là, vous savez, qui est accusé par la justice turque d'espionnage. Qu'est-ce qui se passe? Trump veut qu'il soit rapatrié. Pour l'instant, moi, aux dernières nouvelles, il n'a pas été rapatrié. Enfin, ils veulent s'échanger donc leurs deux prisonniers politiques. Trump a dit ok, d'accord, je vous des taxes à l'importation super fortes sur certains produits, je ne me rappelle plus lesquels, turcs. Ça plaît hyper mal aux investisseurs. Alors, pourquoi les investisseurs internationaux ils sont allés sur la Turquie? Parce que, là on vient de le dire, il y a des rendements énormes. Parce que quand on n'a pas confiance dans un pays, quand vous voulez vendre votre dette, vous pays, l'investisseur dit ok, mais moi je veux un rendement monstrueux. Donc qu'est-ce qui se passe? Les taux sont super élevés. Quand la Banque centrale monte les taux, le problème c'est qu'en même temps, elle tue son économie interne, hein, parce que si le taux directeur monte, les crédits immobiliers sont plus élevés, etc. Et on le voit, donc l'inflation monte. Donc en sauvegardant sa monnaie comme elle le fait, elle tue son économie interne, elle génère de l'inflation, etc. Donc après, c'est un cercle vicieux, c'est que comme ça va mal dans le pays, après la monnaie baisse et la Banque centrale essaye de plus en plus. Ce qui me plaît pas, c'est qu'on s'aperçoit qu'Erdogan de plus en plus s'immisce dans les principes démocratiques. Le fonds souverain, il a balayé tout le monde, il a dit maintenant, c'est moi qui suis le boss du fonds souverain, c'est-à-dire l'argent de l'État. Il fait que des trucs pas démocratiques, ça ne plaît pas du tout aux investisseurs. Autre détail, donc moi je vous dis faites gaffe quand vous êtes dans une paire comme ça, parce que c'est très politique. Là par exemple, Erdogan il a dit, dès qu'il voit que ça va mal, il a dit aux gens vendez-vous tous vos dollars, machin, mais il impose aux sociétés qui ont du cash, des sociétés turques, de vendre du dollar, vendre de l'euro, d'acheter de la lire turque pour faire des interventions, pas par la Banque centrale mais par les corporates, les entreprises. Le problème, c'est qu'une entreprise internationale turque, elle a besoin de dollars. Donc ça tue aussi son économie. Ce genre de truc, c'est que du court terme. C'est j'ai un robinet qui fuit, je mets un bouchon, quoi. Ça marche pas, ça, à long terme.
Hein. Donc, je dirais, c'est pas une démocratie, ça fait fuir les investisseurs. Juste pour un détail terminé. Les courtiers, ils sont pas fous. Les courtiers que vous avez, quand vous avez pris un compte, vous êtes captif. Donc, il vous a attiré parce que vous avez regardé l'eurodoll. Puis un jour, vous entendez la Turquie, vous les traitez à Turquie. Calculez le spread. Et là, vous allez voir que vous vous faites assassiner. Parce qu'ils savent très bien que vous n'êtes qu'une seule fois. Et donc, la marge, le spread bidasque est monstrueux. Hein. Donc, vous le calculez, vous faites votre tableau Excel. J'achète 100 000 $ contre Turquie, donc je vends X turcs. Hein. Si elle a 7, ça fait 700 000 lire turques. Et puis après, je les revends tout de suite au cours du spread. Vous allez avoir un montant en lire turque. Si donc négatif, donc ça veut dire faut acheter, après vous regardez, je vous le cours du bid, vente de dollars Turquie, vous calculez, vous allez avoir des surprises. Hein. Pour 100 000 $ Turquie, vous allez avoir des 40 €, 50 €, donc faites gaffe. Hein. En plus, c'est un marché, vous êtes tout seul avec le courtier, slippage, machin, je ne vous conseille pas. Merci à tous de nous avoir écoutés, merci à nos intervenants, vous pouvez retrouver sur leur stand, et j'espère que ça vous a intéressé.